Bien. Eh bien, écoutez, donc bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir et que nous accueillons donc surtout notre conférencière, qui va donc nous parler de la psychagogie. Euh, donc sans être exhaustive, m'avait-elle dit lors du premier contact, eh bien sa présentation va offrir une lecture de certains principes transdisciplinaires dans l'approche donc de la psychagogie des valeurs de l'après. Donc c'est Raymond que nous avons avec nous donc ce soir, qui est son champ d'études donc et d'intervention professionnelle. Alors la psychagogie que personnellement dont je n'avais jamais entendu parler avant euh, que Suzanne nous propose donc cette conférence, dont est fondée sur la théorie de l'imaginaire de Gilbert Durand, qui est l'un des cofondateurs du CIRE, et donc qui a contribué à l'élaboration de la charte également du CIRE. Alors dans sa présentation, Suzanne Blouin doit nous préciser que l'œuvre de Stéphane Lupasco est venue corriger mais aussi confirmer la théorie durandienne par les notions d'homogénéisation et d'hétérogénéisation, mais aussi de potentialisation et d'actualisation. En outre, elle fera état donc de cette compréhension, mais aussi de son impact sur la façon d'accompagner la recherche de sens contemporaine par la psychagogie. Cette thématique donc est très originale et novatrice, je pense, pour tous les Français. Elle va nous permettre d'ajouter de nouvelles connaissances à celles déjà acquises. Je clique pour accueillir une nouvelle entrée avec Edith Lyon. Suzanne, je te donne la parole, c'est à toi. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Fressine. Ça fait grand plaisir d'être ici. Jean. Jean. Alors, bonjour à tout le monde, chacun d'entre vous, et particulièrement, je voudrais saluer Raymond Lapré, dans le fond, à qui je dois d'être ici d'une certaine façon, puisque c'est son propre travail de recherche doctorale et son application dans son domaine au niveau social et universitaire qui m'a permis à moi d'aller plus loin dans ma propre profession d'accompagnement de la vie spirituelle au niveau professionnel au Québec. Euh, je- merci beaucoup, Raymond. J'en profite pour te remercier en même temps. Et ben, j'aimerais en fait situer ce que je vais vous présenter d'une façon très humble, je dirais, parce que ben, merci d'être là parce que dans le fond, moi, mon souci aujourd'hui, c'est que je suis bien consciente de mon ignorance, si on peut dire, hein, parce que la réflexion que je vous présente, elle est un petit peu dans un état, je dirais, de défrichage. Elle en est pour moi presque à ses premiers balbutiements. Et je compte bien là sur vos questions et commentaires pour m'aider à la compléter, à la faire évoluer. J'en suis au début de ma participation au CIRE. Et bon, en tant que présidente du Centre de psychagogie des valeurs au Québec, ben, nous sommes partenaires du CIRE et c'est une façon aussi pour moi là, de m'inscrire dans ce partenariat-là. Donc, qui je suis, peut-être rapidement au Québec, j'occupe une fonction dans le système d'éducation, une fonction d'accompagnement des directions d'école, des enseignants, des élèves. J'ai fait ça toute ma vie jusqu'à temps que je me rends compte à un moment donné que je n'avais pas des bases scientifiques suffisantes, disons, pour inscrire mon accompagnement dans le monde d'aujourd'hui, axé sur les données probantes, la gestion axée sur les résultats. Donc, pour moi, de faire un retour aux études de manière un peu tardive, en faisant une maîtrise sur la psychagogie des valeurs de l'après, ça a été vraiment aussi une façon de hausser ma prestance, ma prestation professionnelle. Donc, l'étape que vous me permettez de faire aujourd'hui, c'est d'aller plus loin en termes de transdisciplinarité et psychagogie. Et ça va passer par Gilbert Durand et Stéphane Loupasco, que je suis pas mal sûre qu'ici tout le monde connaît bien. Voilà. Euh, donc, d'entrée de jeu, ben, peut-être juste rapidement la psychagogie pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est, parce que je vais en traiter plus vers la fin de mon exposé, plus concrètement. Ce que c'est la psychagogie, c'est un accompagnement, c'est une écoute de quelqu'un à travers la grille de lecture des structures anthropologiques de l'imaginaire, dans le but que la personne puisse vivre en équilibre
en équilibre entre le ressourcement et la performance. On peut dire deux grands pôles de l'imaginaire que je renomme à ma façon. Donc, ça permet aux gens d'être bien, de se sentir plus en adéquation avec qui ils sont, avec ce qui est important dans leur vie. Au fond, c'est ça, la vie spirituelle. Donc, c'est un peu ça la psychagogie que le Centre de psychagogie des valeurs propose comme accompagnement. Comme je disais, ben, je ne suis pas moi une spécialiste là, du tout là, de l'œuvre de grand philosophe roumain que fut Stéphane Lupasco. Euh, En fait, c'est plutôt notamment la pensée de Gilbert Durand, telle que comprise par Raymond Lapré, que je me suis initiée dans mes études de maîtrise parce que la théorie durandienne de l'imaginaire, c'est le fondement théorique de ma pratique professionnelle en tant que psychagogue. Et oui, un autre nouveau mot. Donc, pour moi, préparer cette conférence, comme je vous disais, a été vraiment l'occasion de former un tant soit peu ma compréhension du Pasco et par conséquent de rattacher ma pratique de la psychagogie des valeurs à la transdisciplinarité de manière plus explicite, notamment par son premier axiome, celui de la logique du tiers inclus. Donc, cet exposé me permet de vous partager des liens que j'entrevoyais lorsque je faisais ma maîtrise, mais sans avoir pu les développer de manière satisfaisante dans mon mémoire, parce que cet espace-là, ne permet pas de faire ce genre d'apprentissage parallèle. Ainsi, le sens de ma présentation aujourd'hui en tant que membre actif du CIRET, et fier de l'être, est d'inscrire plus clairement mon appartenance à notre communauté transdisciplinaire dans la lignée de deux de ses membres fondateurs, Gilbert Durand et Stéphane Lupasco. La pensée de Lupasco ayant aidé Gilbert Durand, à l'invitation de son collègue Yves Durand, à mieux décrire la dynamique de l'imaginaire. Donc, vous voyez que c'est un texte que je lis, alors j'essaie de lire de la manière plus dynamique possible. Je n'ai pas de PowerPoint, alors si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, ne vous gênez pas de lever la main, Jean, je pense que tu pourras donner la parole. Donc, si j'ai voulu faire cette présentation, c'est aussi, comme je disais, que ma pratique professionnelle d'accompagnement spirituel par la psychagogie des valeurs de l'après, qui est ouverte à tous les horizons de sens, elle découle des travaux durandiens sur l'imaginaire. En effet, ces derniers sont l'assise d'une compréhension plus complète de la notion de valeur, telle que l'a démontré Raymond Lapré dans sa thèse doctorale en 1998. Alors, professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, Lapré a trouvé dans la pensée durandienne les fondements qui lui manquaient pour donner un caractère rigoureux à une approche éducative des valeurs qui fut en vogue dans les années 70, mais qui ensuite fut réfutée notamment par manque de solidité. Cette approche-là, c'était la clarification des valeurs de Armin, Ratz et Simon en 1966. Donc, c'est en joignant la compréhension de l'imaginaire durandien à cette pratique que fut créée la psychagogie des valeurs comme approche professionnelle d'accompagnement de la quête de sens par la symbolique. Et finalement, si je sens le besoin d'être ici aujourd'hui, c'est également pour partager avec vous autour de la pensée durandienne comme telle dans une des associations que Gilbert Durand lui-même a cofondées, mais surtout pour explorer avec vous le potentiel de la théorie de l'imaginaire dans une approche pratique de la transdisciplinarité. À mon sens, la psychagogie des valeurs offre un cadre pouvant faire évoluer la dynamique contemporaine d'éparpillement et de polarisation qui est la nôtre en Occident actuellement. La faire évoluer au niveau justement qu'exige la polycrise que nous traversons et qu'a déjà documenté le CIRET dans la revue numéro 26 en 2023. Donc, je vais donc dans un premier temps vous présenter Lupasco et Gilbert Durand, puis vous partager ma compréhension de la manière dont la pensée de Lupasco a aidé au développement de la compréhension durandienne de l'imaginaire. Et finalement, je vous ferai part de son application dans la psychagogie des valeurs en illustrant mon propos avec une expérience d'accompagnement réalisée en milieu scolaire avec le test AT9 d'Yves Durand. Alors, présentation de Lupasco et de Gilbert Durand. Les membres du CIRET connaissent tous très bien le grand penseur du 20e siècle que fut Stéphane Lupasco. Pour ma part, c'est en fréquentant Gilbert Durand que j'ai vu apparaître son nom dans l'annexe de l'édition de 1969 des structures anthropologiques de l'imaginaire de Gilbert Durand. Alors, Stéphane Lupasco a eu l'audace de bousculer la logique
philosophique classique, ce qui a dérangé certains, mais qui en a par ailleurs inspiré plusieurs autres et non des moindres. Lupasco a été en dialogue avec plusieurs grands maîtres de la philosophie et des sciences, dont Bachelard et Edgar Morin, mais c'est le physicien Bassarab Nicolescu qui, pour nous, membres du CIRE, a relié sa réflexion à la transdisciplinarité en associant le tiers inclus à l'axiome des niveaux de la réalité. La citation suivante donne un aperçu de leur relation tant scientifique que sur le plan humain, en cohérence avec l'ouverture épistémologique chère à la transdisciplinarité. Alors, voici ce que nous dit Bassarab Nicolescu. Un peu après 1977, j'ai commencé à réaliser que l'impact majeur culturel de la révolution quantique était certainement la remise en cause du dogme philosophique contemporain de l'existence d'un seul niveau de réalité. Dans une série d'articles parus dans la revue Troisième Millénaire, revue à laquelle Lupasco collaborait lui aussi, j'ai formulé la notion de niveau de réalité. En pleine préparation de ce livre, j'ai compris soudainement que cette notion donnait aussi une explication simple et claire de l'inclusion du tiers. Avec une certaine appréhension, comment un grand créateur comme Lupasco va réagir à mon intrusion sur le territoire de sa philosophie, se demandait-il. Je me suis ouvert à Lupasco. Au lieu d'une résistance, ce fut une explosion de joie et Lupasco m'encouragea avec sa générosité proverbiale de publier au plus vite ma trouvaille. Alors, c'est un peu l'esprit, je pense, du Siret. Mais par contre, à la différence de Stéphane Lupasco, très souvent cité par Nicolescu, la participation au Siret de Gilbert Durand n'a pas souvent été évoquée, mais il existe des traces de sa pensée dans nos documents fondateurs. D'abord, Gilbert Durand est un des signataires de la Charte de la transdisciplinarité en 1994, adoptée au premier Congrès mondial au Portugal. Je ne sais quelle contribution Durand a apportée comme tel durant le Congrès, mais son influence, je crois, peut se lire dans le libellé de l'article 11, qui va comme suit. Une éducation authentique ne peut privilégier l'abstraction dans la connaissance. Elle doit enseigner à contextualiser, concrétiser et globaliser. L'éducation transdisciplinaire réévalue le rôle de l'intuition, de l'imaginaire, de la sensibilité et du corps dans la transmission des connaissances. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme moi dans cet article la présence de la pensée durandienne, parce qu'on parle comme tel de l'imaginaire. Je dirais aussi en particulier dans le souhait que Gilbert Durand a exprimé à différentes reprises est présent, à savoir que soit développée au fond une pédagogie de l'imaginaire cet article. En effet, la fonction imaginative occupe un rôle majeur dans l'apprentissage par l'influence au sein de notre psyché des grandes structures orientant le sens et s'exprimant à différents degrés d'abstraction dans des symboliques personnelles et culturelles. Mais même avant l'adoption de cette charte-là, en 1994, la Déclaration de Venise en 1986 euh, a été co-signée aussi par Gilbert Durand et elle fait état de l'inclusion aussi de sa pensée dans l'esprit transdisciplinaire, il me semble, dans l'article 3, où on dit que tout en refusant tout projet globalisant, tout système fermé de pensée, toute nouvelle utopie, nous reconnaissons en même temps l'urgence d'une recherche véritablement transdisciplinaire dans un échange dynamique entre sciences exactes, les sciences humaines, l'art et la tradition. Dans un sens, cette approche transdisciplinaire est inscrite dans notre propre cerveau par l'interaction dynamique entre ces deux hémisphères. L'étude conjointe de la nature et de l'imaginaire, de l'univers et de l'homme pourrait ainsi mieux nous approcher du réel et nous permettre de mieux faire face aux différents défis de notre époque. Il me semble que ces deux extraits-là expriment vraiment l'intention de Gilbert Durand dans sa participation à l'élaboration de la transdisciplinarité dans laquelle je m'inscris, contribuer à cette étude conjointe de la nature et de l'imaginaire. C'est ça qui ressort pour moi, pour que puisse s'appliquer une éducation transdisciplinaire, laquelle me semble notamment possible par la psychagogie des valeurs de l'après. Mais si jamais certains ne connaissent pas Gilbert Durand, qui était-il lui-même en regard de la transdisciplinarité? En fait, on peut dire qu'il est reconnu mondialement comme le maître de l'imaginaire suite à la publication de sa thèse en 1960. Gilbert Durand fut à la fois philosophe, sociologue, homme de sciences, d'art et de lettres, bref, un anthropologue qui est issu de l'époque où cette discipline s'expliquait comme une science de l'homme totale. Prétention transdisciplinaire avant la lettre, je ne sais pas.
Mais il avait comme perspective de décrire l'Homo sapiens dans toutes ses dimensions, reconnaissant toutes les énergies qui animent sa psyché, afin de dépasser à la fois les excès et les limites du rationalisme et de l'empirisme. Pour cela, une nouvelle connaissance et une nouvelle conscience étaient nécessaires, et cette recherche, il a continué de l'approfondir toute sa vie durant, en côtoyant notamment au cercle Eranos et en y participant 16 fois les plus grands esprits de son temps, Iliade, Corbin, etc. Ainsi, pour résumer la compréhension de Gilbert Durand de la nature humaine, pardon, il est possible de dire que si nous sommes Homo sapiens, et même sapiens, l'imaginaire nous fait surtout Homo symbolicus, la faculté imaginative étant antérieure à la raison et englobant même cette dernière. Mais il me semble aussi que c'est l'influence de la pensée de Lupasco sur la recherche de Durand qui a fait en sorte que nous pouvons qualifier de transdisciplinaire sa théorie des structures anthropologiques de l'imaginaire, bien que le principal intéressé n'ait pas réellement employé ce terme dans ses écrits, comme nous l'a affirmé Daniel Proulx lors d'un colloque sur Gilbert Durand au Canada en 2012 et organisé notamment par Raymond Laprie, ici présent. Euh, le compte-rendu de ce colloque est disponible dans L'imaginaire durandien. Donc, dans un chapitre de ce livre, Daniel Proulx affirme que Gilbert Durand cite aussitôt qu'en 1967 l'œuvre de Lupasco, et cela exactement dans la ligne de pensée de l'époque des grands colloques internationaux qui aboutit à la charte fondatrice de la transdisciplinarité en 94. Fermez les guillemets, comme nous venons justement d'en parler. Alors, allons plus précisément dans ce que Lupasco et Durand, qu'est-ce que ça, quels sont les liens? Alors, contemporain de Gilbert Durand, mais sans lien de parenté avec lui, je vous présente aussi le psychologue et chercheur Yves Durand, parce qu'il a raconté à plusieurs reprises comment, après avoir lu Lupasco en tombant sur son œuvre dans la revue Argument qu'il consultait pour un article de philosophie en 1962, alors Yves Durand, qui était collègue de Gilbert Durand, en a ensuite conseillé la lecture à Gilbert Durand avec la pensée que cela lui permettrait de dépasser un problème dans sa recherche sur l'imaginaire. Alors, Yves Durand, je le cite, explique que la perspective développée par S. Lupasco à propos de l'existence de phénomènes énergétiques, à savoir que pour exister, tout dynamisme implique un dynamisme antagoniste, de façon à ce que l'actualisation de l'un potentialise l'autre, me sembla, en effet, de nature à être appliquée au processus de l'imaginaire. Fin de la citation. Alors, en effet, Gilbert Durand cherchait à mieux rendre compte de la dynamique des structures de l'imaginaire qu'il avait déjà identifiées. La notion de structure prise isolément pouvait mener à une compréhension rigide et partielle de l'imagination, ainsi qu'il le disait lui-même en 1999 lors du colloque consacré à Lupasco, un an après son décès, le décès de Lupasco. La pensée de Lupasco dans les années 60, dit Gilbert Durand, devait féconder tout le développement ultérieur de ma pensée et préciser nettement les articulations et les structures de toute pensée, voulant coïncider avec la complexité du monde et de l'homme. C'est l'annexe, au fond, de structure anthropologique de l'imaginaire. Euh, ah, euh, on dit dans cette annexe aussi qu'en accord complet avec Stéphane Lupasco lui-même, nous avons dû faire quelques rectifications relatives aux diverses homologations de la terminologie lupasquienne et de notre propre terminologie. Donc, c'est là un peu comment il a pris les concepts de Lupasco pour mieux rendre compte du dynamisme de l'imaginaire. C'est ainsi que Gilbert Durand, suivant la suggestion faite par Yves Durand, trouva d'abord dans les concepts d'homogénéisation et d'hétérogénéisation des ressemblances frappantes avec les polarités des structures anthropologiques de l'imaginaire, allant dans un premier temps jusqu'à une assimilation des termes lupaciens à, je ne sais jamais s'il faut dire lupacien ou lupasquien, vous me corrigerez, lupacien à sa propre taxiconomie. Alors, en effet, il est tentant d'associer le régime nocturne, que le régime nocturne, c'est l'énergie en nous qui nous fait adhérer de si près à la réalité que tout finit par se confondre et fusionner. Alors, c'était facile d'associer le régime nocturne à la force d'homogénéisation identifiée par Lupasco, où tout devient pareil. Presque, ça s'en va même vers la mort.
Également, sans connaissance approfondie de la dynamique du régime diurne de l'imaginaire, qui lui procède par une force de séparation du réel pour mieux le contrôler, il est possible de penser que l'hétérogénéisation, lui, est propre, hein? Donc séparer les choses. Approfondissant la connaissance de la dynamique de renversement des images lors de la saturation des régimes nocturnes et diurnes de l'imaginaire sous l'éclairage des concepts de Deleuze-Pascal, Gilbert Durand mit ensuite en lumière que l'homogénéisation n'était pas une caractéristique de la dynamique du régime nocturne, ni l'hétérogénéisation une force propre au régime diurne ou schizomorphe. Donc, comme je disais, ce régime qui sépare les objets de la personne qui les perçoit. Alors, je cite Gilbert Durand qui explique lui-même l'évolution de sa pensée. À vrai dire, il explique comment ça se passe dans l'imaginaire. Tout se passe comme si le champ total de l'imaginaire était polarisé à ses deux limites, schizomorphe et mystique ou nocturne et diurne, par deux forces homogénéisantes, l'une par défaut, l'autre par excès. Ou encore, pour reprendre le langage de Piaget, nous nous trouvons en face de deux forces théoriques d'homogénéisation finalement. L'une, la schizomorphe ou diurne, assimilatrice pure, ne présentant à la limite aucune aptitude à l'adaptation, barricadée dans un autisme agressif et conquérant. Et l'autre, la mystique ou nocturne, qui s'adapte purement à la réalité, collant à l'ambiance, participant à l'environnement avec le maximum de viscosité. Pour le dire en fait en termes plus contemporains, lorsque une personne ou une société concède trop de place aux valeurs soit de contrôle diurne ou alors de lâcher-prise nocturne, il se produit un phénomène de fermeture et de verrouillage de la psyché comme coincée dans cette structure. Durand énonce ainsi un principe de saturation par blocage des actualisations symboliques, principe qui est une des bases du discernement qui caractérise l'accompagnement psychagogique. On doit détecter si la personne, justement, est enfermée dans une seule polarité de l'imaginaire et la guider pour se rééquilibrer. Donc, la fermeture à la différence résulte en effet tant du surinvestissement diurne ou nocturne et à l'aboutissement néfaste d'une saturation des images provenant d'un ou de l'autre des deux orients ou polarités de l'imaginaire. Ainsi, l'imaginaire est le lieu d'une actualisation de ces polarités nocturnes et diurnes, mettant en mode potentialisation le régime saturé, favorisant donc une actualisation du régime inverse à terme, qui était là jusqu'alors en potentiel. Nous retrouvons ici la logique qu'a élaborée Lupasco, qui contredit le principe d'identité, montrant que les contraires peuvent coexister au niveau de l'esprit, la troisième matière dont il parlait, mais en négatif. A implique non-A. Donc, quelles forces rendent possible ce renversement des valeurs? Les recherches de Durand ont mis en lumière une autre grande catégorie de structures de l'imaginaire, des structures d'équilibre qui maintiennent à la fois les potentialités d'assimilation et d'adaptation, nous dit Durand. Ces structures peuvent être à juste titre qualifiées d'hétérogénéisantes parce qu'en introduisant le temps au cœur de la dynamique de l'imaginaire, elles instaurent un équilibre dans les antagonismes qui tenaillent l'être humain et la société, une dynamique du contradictoire qui permet au sens de se révéler au-delà des tensions entre les deux premiers régimes, pourtant irréductibles l'un à l'autre. C'est le rôle du tiers inclus dans cette dynamique contradictorielle de l'imaginaire. Alors, Durand a ainsi démontré que les structures systémiques synthétiques de l'imaginaire jouent le rôle équilibrant dans la psyché, correspondant à la notion d'hétérogénéisation et du tiers inclus de la nouvelle logique de Lupasco, permettant alors un changement de niveau, une ouverture à l'altérité salvatrice, tant pour une personne que pour une collectivité. L'imaginaire peut donc s'inscrire dans l'axiome logique de la transdisciplinarité. Voici maintenant comment les structures anthropologiques de l'imaginaire deviennent un cadre théorique et empirique pour l'accompagnement spirituel professionnel non confessionnel. La psychagogie des valeurs, justement, c'est une application concrète en ce sens de la transdisciplinarité. Raymond Lapré la définit comme étant l'accompagnement de l'autre dans son chemin vers lui-même. Le mot psychagogie, il l'a choisi dans l'œuvre même de Durand, en référence au rôle de passeur et de médiateur joué par la figure mythologique d'Hermès, qui fait symboliquement traverser à une personne le fleuve souvent ténébreux de son évolution comme être humain,
appelé à approfondir le sens de sa vie en lui-même, psycha, dans sa psyché, pour accéder à une autre étape de vie, un autre cycle vie, mort, vie, agogie, hein, donc vers soi-même, ce qui caractérise la nature humaine aux prises avec un polythéisme des valeurs, concept de Durand a repris de Weber. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, parfait. Alors, en psychologie des valeurs, nous utilisons comme déclencheur du cheminement en accompagnement de la vie spirituelle l'instrument mis au point par les travaux expérimentaux d'Yves Durand, son archétype test à 9 éléments à dessiner, qu'il a élaboré justement pour valider la théorie de l'imaginaire dont on vient de parler, mais ici appliquée en psychologie dans une interdisciplinarité. Alors voilà comment il décrit en quoi les travaux de Lupasco lui permirent d'interpréter correctement certains résultats de son test qui lui semblaient peu conformes avec la théorie des structures anthropologiques de l'imaginaire dans les années 61-63. Alors, Yves Durand nous dit que l'incomparable intérêt de cette perspective, celle de Lupasco, était que non seulement les productions de l'imaginaire du TSAT-9 qui constituaient sa documentation, qui contenait à la fois un symbolisme héroïque et mystique, ne faisaient plus problème, un problème qu'autrefois j'assimilais à une incompatibilité d'ordre logique, mais elles comptaient désormais des faits permettant d'envisager une extension systémique de l'approche structurale développée par G. Durand dans sa théorie. Cette nouvelle approche signifiait qu'au lieu d'effectuer une analyse monopolaire, c'est-à-dire de chercher à définir la caractéristique soit héroïque, soit mystique d'un univers mythique donné, il convenait désormais de procéder à une lecture bipolaire et héroïco-mystique. Dès lors, la classification des documents obtenus dans le cadre de mon exploration de l'imaginaire a pu être conduite de façon cohérente, et cela conformément à l'approche systémique développée par S. Lupasco, en particulier par la mise en valeur de deux postulats clés, à savoir le principe d'antagonisme et la logique dynamique du contradictoire. Alors, j'ai pris le temps de faire cette longue citation parce que c'est vraiment la base de l'accompagnement psychagogique, notre élément fondamental, le test AT9, qui valide la théorie de l'imaginaire. Ainsi, quand quelqu'un fait le test AT9, les dessins qui résultent de ce test-là permettent de voir notamment comment la psyché va réussir ou non à concilier les contradictions, comment, par la logique du tiers inclus inhérente à son fonctionnement, elle va opérer une sorte de renversement du sens premier d'un symbole tel que celui de l'épée, par exemple, qui est dans le test AT9. Je vais vous en montrer un tantôt. Oui, En potent... c'était Oui, ce que je voulais te demander, pardon. Oui, 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 si tu je, pouvais nous montrer en quoi ça consiste. Oui, c'est ça. Je vais le faire juste une petite minute. Je vais aller de l'autre côté. Euh, hum, Et hum. tu vas pouvoir reprendre ton souffle aussi. Oui, j'essaie d'aller vite parce que je sais qu'on n'a pas énormément de temps là. Je vous partage l'écran. Et c'est celui-là. Est-ce que vous Non, mais voyez, hein? non, pour l'instant, on ne voit pas. Vous voyez pas? Non, Ah, OK. OK. Écran 2, pourtant, c'est ce que. Ah oui, partagé. Voilà. Je pense que là, ça devrait aller. Est-ce que vous voyez? pas encore. Ça y est. C'est bon? Alors, il faudrait L'agrandir? Non. l'agrandir, le zoomer dessus. Ouais, je sais pas si je peux. Un instant. Parce que j'ai de la misère à trouver une bonne image. Je pense que ça va être un petit peu difficile de le faire. Excusez-moi. Non, non, mais prends ton temps. Comment est-ce que je peux agrandir ici? Bon, écoute, Non, ben en tout cas, j'ai de la difficulté bon, écoute, techniquement là, à faire le partage mieux que ça. ouais. Euh, est-ce que Écoute, vous êtes quand même capable de voir un peu l'image? personnellement, non, mais Non, bon, pas du tout. bah, Hmm. Je vais me réessayer autrement, juste un moment. je suis désolé, hein, mais c'est voilà. Comme si mon ordinateur, mon deuxième écran est un peu C'était très gelé, là, flou pour moi. j'arrive pas à le fermer. Non, non, mais écoute, ça va, ça va. Peut-être que je pourrais faire autre chose à ce moment-là. Euh, Partager mon texte lui-même. C'est là, celui-là ici. Partager. Là, c'est mon texte d'aujourd'hui, mais j'ai mis la photo du texte dedans, du test dedans, un peu plus loin. Là, vous devriez peut-être mieux le voir, comme ça. Alors, en bas à droite, si tu vas vers Est-ce que vous le voyez? 150%. Ah, voilà, voilà, oui, oui, c'est bien. Là, Est-ce que c'est mieux comme ça? ah oui, oui, là, c'est beaucoup mieux.
Bon, OK. Désolée. Encore des problèmes technologiques. Donc, le test AT9 d'Yves Durand, dans le fond, on voit ici que il est fait à partir de la symbolique des structures de l'imaginaire, des grands archétypes qui sont expliqués dans cette théorie-là. Et dans le fond, même si c'est seulement qu'un dessin, on pourrait dire justement, j'ai vu que c'est seulement qu'un dessin. C'est un outil qui permet aux personnes vraiment de s'ouvrir, de se reconnaître parce que l'outil permet un approvisionnement à soi-même au-delà de l'intellect, en fait. Il permet de sortir de la logique, justement, uniquement cognitive. Alors, Oui, je peux te poser une oui, question? oui, vas-y, vas-y. Parce que donc, depuis un moment, la question que je me pose, c'est comment le professionnel peut-il aider à ouvrir l'imaginaire de la personne qu'il veut accompagner? Donc, ça se traduit comment? Donc, avec des tests de cette nature-là? Oui, en fait, ça, c'est un déclencheur, en fait. Je vais passer un peu plus vite dans ma présentation. En fait, là, j'avais une présentation qui suivait un peu plus sur l'imaginaire lui-même, mais peut-être que je vais aller plus vite à l'explication de ce test puisqu'on l'a. Alors, chaque D'accord? personne qui remplit un test AT9 doit ensuite l'expliquer. Alors, je vais vous lire l'explication de ce test-là, vous allez mieux comprendre. Donc, la personne doit dessiner les éléments que vous voyez là, qui sont en haut de la feuille, une chute, une épée, un refuge, un monstre dévorant, quelque chose de cyclique, un personnage, de l'eau, un animal et du feu. Donc, ça, c'est les grands, on pourrait dire les grandes lignes, les grandes symboliques ou archétypes dans la théorie de l'imaginaire qui sont, dans le fond, incités dans l'imaginaire de la personne qui va faire le test. Et la personne doit ensuite spontanément décrire un peu ce qu'elle a voulu faire. Alors, cette personne, dans le fond, nous dit qu'elle a dessiné une bête inexistante, le dragon. Celui-ci crache du feu. C'est son super pouvoir. Il crache en direction de la grotte où je m'y suis réfugiée. Cette grotte froide, faite de pierre, cette grotte nous rend un peu invisibles, du moins en sécurité, elle est cachée sous une chute incroyable. Les yeux du dragon, ronds et noirs, sans lumière, représentent sans doute la colère. Elle a réussi à briser mon épée. Moi, je suis à l'abri avec ma confusion et mes émotions. Une grenouille contemple la scène, elle est terrifiée par le dragon et le feu, mais elle sait qu'elle est protégée par son élément, l'eau. Alors, un accompagnement psychagogique se déroule, disons, en 3 temps. Après la passation de son test, lors de la première rencontre d'accompagnement, en fait, la personne a identifié cette scène. On invite les gens eux-mêmes, au fond, à analyser leur AT9 en leur montrant comment ils peuvent le faire, de manière à avoir un regard quand même objectif. Pardon, Alors, Suzanne, oui, pardon de t'interrompre. Est-ce que là, oui. par exemple, l'interprétation que tu viens de nous lire, est-ce que tu peux nous indiquer quel était l'âge de la personne qui s'est exprimée, enfin, qui a fait toutes ces représentations, ces dessins? Elle avait dans la trentaine, j'ai pas noté précisément, mais je sais que c'est une personne dans la trentaine qui a fait D'accord, d'accord. ce dessin-là, oui. Une C'était un personne, homme? C'était un homme ou une femme? c'est une femme, puis dans le fond, c'est une personne qui travaille en éducation. Étant donné que j'ai passé un petit bout, en fait, c'est le contexte, c'était un groupe d'accompagnement de la vie spirituelle avec la T9. Et D'accord. puis, c'est des personnes qui souhaitaient, là, dans le fond, avancer dans leur propre cheminement. Oui, D'accord. as-tu une... Excuse-moi, toujours par Oui. rapport à ça, est-ce que est-ce que l'âge est une variable significative? Est-ce que le sexe est une variable significative? En fait, pour le sexe, la T9, les études ont démontré, celle de Yves Durand, que hommes et femmes, il n'y a pas trop de De différence dans les différence, résultats. d'accord? C'est pareil un peu pour tout le monde. Concernant l'âge, L'âge? au départ, Yves Durand avait pensé son test pour à partir, disons, de l'âge de 12 ans, adolescent en montant. Mais Raymond Laprie, qui est avec nous, a fait des études au Québec avec un autre professeur, Bellumeur, Christian Bellumeur, qui ont permis en fait de laisser entrevoir que les enfants, dès l'âge même de 6 ans, de 9 ans, sont à même de faire une production AT9 cohérente et qui est significative et peuvent eux-mêmes aussi
entrer dans un cheminement avec cet outil. Mais c'est quelque chose qui en est à ses débuts en ce moment. D'accord. Et une dernière question là, Oui. sur ce thème-là. Donc, lorsque la psychagogie donc, a été inventée, donc c'est donc environ il y a une trentaine d'années, c'est ça, je ne me trompe pas? En fait, on peut dire que Raymond Lapré, dans ses études doctorales, euh, en fait, il n'a pas inventé la psychagogie comme tel le mot, mais il a publié sa thèse en 98, comme je D'accord. mentionnais au Donc, début. ça fait 27 ans. D'accord. C'est Alors, ça. depuis 27 ans, il y a quand même un phénomène extraordinaire, c'est donc le numérique hein, qui s'est emparé de nous dans toutes les sphères donc, de l'activité humaine. Donc, entre les résultats qui ont été engrangés donc, il y a 25 ans et les résultats d'aujourd'hui où il existe dans les réseaux sociaux et que tout devient numérique, tout est tellement plus automatisé qu'elle ne l'était il y a 25 ans. Est-ce que là, donc, il y a une différence au niveau du constat, des analyses? Quelle est quelle est l'importance du degré de maturité donc, du numérique dans dans le choix donc, des dessins, des représentations, etc. Parce que donc, maintenant, les gens ils sont en permanence sur leur smartphone, etc. Enfin, c'est dingue. La dernière statistique que j'ai découverte, donc, même des adultes hein, qui peuvent rester scotchés entre 4 et 6 heures par jour. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion un peu de faire une présentation au printemps passé dans un congrès de l'ACFAS ici à Montréal qui portait sur intelligence humaine versus intelligence artificielle. Et Mhm. puis, j'ai présenté aussi la psychologie justement parce qu'il me semblait qu'à l'ère du tout numérique et notamment de l'intelligence artificielle qui est comme fascinant, en fait, ce que ça donne comme résultat, c'est un risque hein, de se déconnecter de soi pour donner à la machine nos facultés, hein? Un peu comme quand on utilise le GPS maintenant en voiture, ben des fois quand on n'a pas de GPS, on peut ne plus savoir du tout où on s'en va, hein? Donc c'est un peu la même chose, le risque du numérique, c'est un petit peu ça. La psychologie me semble, moi, quelqu'un qui veut prendre ce chemin-là ou une école qui souhaiterait un peu habiliter les enfants à davantage garder ce réflexe intérieur, développer leur vie intérieure pour être solide face à tout ce monde-là. Euh, et c'est une façon, en fait, de se relier à soi-même. Donc, par le dessin, justement, on parle de gestes fondamentaux, des schèmes. Gilbert Durand parlait qu'on a en nous des grandes énergies contradictoires. Ben, c'est ces énergies-là contradictoires qui sont mises en action quand on fait le dessin. Et le dessin rend compte de la façon dont la personne vit le nocturne et le diurne un peu en elle-même, de l'équilibre entre les deux. Donc, ça ramène la personne à elle-même, ne serait-ce que par la manière de procéder, en prenant un crayon et en se mettant en action de cette manière. Je pense que ça, cette manière-là, ça va toujours rester. Je pense pas que le numérique va pouvoir faire un test AT9 avec le numérique, me semble, ça serait pas tellement dans l'esprit de la psychagogie qui, au fond, nous ramener à ce qu'on est véritablement. Je sais pas si ça répond à ta question, Jean. Oui, mais je pense quand même que le fait que nous soyons toutes et tous entourés, baignés au sein du numérique, je pense qu'après, les participants qui réalisent dans ce test, je pense quand même que le fait d'être tellement influencé par le numérique, je suis à peu, enfin, j'ai l'intuition que ça doit quand même jouer sur le résultat du test. En fait, ce que je peux vous dire là-dessus, mais c'est pas des résultats scientifiques parce qu'évidemment, il n'y a pas eu, j'ai pas une étude qui vient le prouver, mais par ma propre pratique dans les écoles, Oui, il y a un certain nombre d'enfants à qui j'ai fait passer ce test-là et on, malheureusement, je peux dire que des enfants dont on savait qu'ils étaient dans une dépendance aux jeux vidéo, ben, c'était visible dans leur test, pas voilà, c'est directement ça. comme ça, mais dans Ouais. l'équilibre des polarités ou dans la façon dont le dessin D'accord. était structuré. Donc, Ouais. c'était visible tout à fait. Et justement, ça nous a donné, moi et à l'enseignante en question avec qui je travaillais, dès ce test-là, nous a donné des pistes pour que l'enseignante puisse euh, faire de son mieux pour
stimuler l'imaginaire de cet enfant-là de manière à ce qu'il revienne vers un équilibre. Et Oui. on a vu des progrès là, des enfants en question. Mais comme je vous dis, ce n'est pas officiellement documenté. Peut-être ça viendra un jour. Mais Mm. oui, enfin, on voit. En fait, ce qu'on voit dans le test AT9, c'est comment une personne va faire les liens entre tous les éléments ou comment ils vont être peut-être tous séparés sans lien entre eux. Alors déjà, la structuration du test est un bon indice de comment la personne va être connectée ou non à elle-même aussi, dans son propre psychisme un peu. Bon, écoute, Là-dessus, c'est sûr que Raymond Lapré pourrait, puisqu'il oui, est avec nous, pourrait intervenir là et apporter des oui. suppléments d'informations. Bon, je pardon de t'avoir Ah non, non, ça va. ainsi interrogé. On te laisse continuer. Merci. Ben, je sais que le temps passe vite. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce test-là, c'est je veux vous faire comprendre qu'est-ce que la psychagogie peut apporter. Vous voyez que ici, il y a deux personnages, hein, dans le dessin. Je vais un peu laisser tomber mon texte parce que, dans le fond, je pense que je préfère y aller plus directement, le plus spontanément. On voit qu'il y a deux personnages alors qu'il n'y en a qu'un à dessiner. Et le test se fait au crayon à la mine, mais là, il y a un autre personnage ici qui est en rose. C'est parce que la deuxième étape d'accompagnement, en fait, une fois que la personne a relu sa vie, a revu son test AT9 comme étant le miroir de sa vie et qu'elle valide l'interprétation par ses propres observations sur elle-même et son fonctionnement et le sens qu'elle donne à sa vie, elle peut ensuite voir est-ce que ce qui est devant moi, ma façon de voir, me convient. Est-ce que c'est quelque chose que je souhaite garder comme ça, cet équilibre-là, ou non, si je suis dans un déséquilibre? Hein, la personne ici, évidemment, vous voyez, elle était dans une posture, un genre de nocturne un peu refermée sur elle-même, l'inverse du diurne, si on peut dire, en termes ténébreux, en termes de plus de souffrance. Et puis, cette personne-là, évidemment, elle ne souhaitait pas rester comme ça hein, dans sa propre vie. Pour elle, ça correspondait au fait qu'elle se sentait complètement submergée par la surcharge de travail, en fait, hein, entre autres, là où elle travaillait. Alors, en lui posant cette question-là, mais quel élément de ton test penses-tu pourrait t'aider à faire évoluer? Comment pourrais-tu modifier un ou un autre élément de ton test en vue de symboliser le cheminement que toi, tu penses, tu aimerais faire, tu souhaiterais faire profondément? Et c'est là que dans l'accompagnement, la personne a identifié que elle avait besoin de se relever et d'aller sous la chute d'eau, la chute qui la protégeait est devenu ainsi un élément régénérateur pour elle, comme changer un petit peu évoluer, hein, changer de niveau d'interprétation. Et c'est comme ça qu'elle a senti que l'épée qui était cassée, au fond, pour elle, est redevenue un objet apte qu'elle pouvait utiliser. Donc, toute sa capacité de changer sa vie, de s'affirmer, de trancher entre ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle ne voulait pas faire dans sa vie professionnelle. Donc, vous voyez ça. Quand je l'accompagnais puis qu'elle faisait cette réflexion-là, on pouvait voir même physiquement la différence d'énergie dans sa posture et comment, par la suite, c'est une posture même physiquement qu'elle a reprise pour se remettre davantage dans la symbolique, vivre la symbolique, l'intégrer. Et puis, sa vie ensuite s'est replacée, on peut dire. Elle a vraiment fait des changements qui l'ont emmenée vers un équilibre. Et à ce que je sache, ça fait quelques années, cette personne-là est encore dans cet équilibre-là. Et j'en profite pour dire que la psychagogie, ce n'est pas une recette magique ou quelque chose qui règle tout pour toujours. Au contraire, c'est un cheminement, donc à petits pas, et que c'est un équilibre entre l'action et le ressourcement, le nocturne et le diurne. Il est toujours à refaire, hein. C'est un peu le sens du polythéisme des valeurs que je vous partageais un petit peu au départ, cette notion-là. Dans le fond, on veut tout simplement dire, Gilbert Durand, la reprise de Weber, pour tout simplement dire que il existe en nous une espèce de guerre intérieure entre des valeurs contraires, nocturne, diurne, un peu à l'image de la guerre des dieux, là, chez les Grecs, et comme dans la société. Donc, c'est à nous de composer avec ce polythéisme-là, et on peut le faire grâce à quoi? Grâce à cette troisième structure synthétique systémique de l'imaginaire qui a identifié, qui vient concilier un peu ces contraires-là à l'intérieur de nous, soit en potentialisant une structure, en actualisant davantage une autre structure. Donc, c'est un peu ça l'effet du test AT9, de l'accompagnement psychagogique.
qui peut faciliter, dans le fond, une évolution dans le sens de l'équilibre de la personne. Donc, je dirais tout simplement que, pour finir, au fond, que cette approche-là de la psychagogie, vous savez des questions, ne vous gênez pas, mais c'est une jeune approche, même si son nom, son nom date de l'Antiquité, hein. Euh, En fait, c'est une jeune approche, mais cette approche-là comme telle, elle a besoin de s'inscrire dans des lieux où d'autres façons de nommer ce monde et ses habitants peuvent aussi s'y reconnaître et l'utiliser pour leur propre discipline et leur propre cheminement. Alors, il me semble que d'inscrire la psychagogie comme approche pratique de la transdisciplinarité est un pas en ce sens. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'articulation, comment Durand et Lupasco, comment Lupasco a influencé Durand et comment tout ça a mené à faire que la psychagogie est une approche fondée euh, en termes de science, mais aussi de transdisciplinarité, du moins par le premier axiome. Donc, euh, peut-être je terminerai en citant une autre personne qui a participé à la même activité que la personne qui a fait ce test, mais c'était pas cette personne-là qui a fait le test. Cette autre participante a dit qu'elle décrit une autre caractéristique de l'accompagnement psychagogique reçu. Ce que j'ai aimé dans cet accompagnement, c'est que Suzanne ne nous a jamais mis sur une route que nous devions suivre. Nous avons chacune cheminé de façon individuelle vers ce qui était le plus profond de nous-mêmes au moment de nos vies où nous étions situés chacune à ce moment-là. Et pour moi, c'est ce qui définit totalement l'accompagnement. En fait, la fonction imaginaire, hein, elle nous accompagne partout dans nos vies. L'imaginaire est présent dans ce que le Siret propose dans sa charte et tout. Alors moi, mon souhait, c'est d'inviter à déployer davantage cette compréhension-là, euh, que ce soit avec vous, ailleurs ou peu importe de quelle façon au Centre de psychologie des valeurs, on souhaite avoir aussi éventuellement déployé un volet euh, de développement, de recherche sur cette approche-là, de recherche peut-être en alliance avec d'autres instituts. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vous remercie hein, de votre écoute, de votre indulgence, parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est pas quelque chose que je suis très habituée à faire, là, tant que ça, là, d'aller de présenter au niveau international comme ça. C'est un peu intimidant, mais je vous remercie de votre écoute. Et je suis j'aimerais vraiment entendre tous vos commentaires, là, quels qu'ils soient. On dit des fois au Québec, c'est le temps soit des applaudissements ou des coups de pied dans le cul, pour reprendre une expression. Non, gentil coup de pied au derrière. Voilà, mais merci beaucoup. Alors, je Eh sais pas ben, si... merci à toi, Suzanne, surtout, hein. C'était passionnant. C'était une grande découverte, en tout cas pour moi. Et euh, tout à l'heure, donc, au début de notre conversation, donc, effectivement, je te disais qu'en France, la psychagogie, donc, c'était pas quelque chose qui était connu. Voilà, et c'est, euh, c'est donc très intéressant donc, de découvrir ce qui t'a permis donc, d'être influencé dans ton travail au quotidien avec quelque chose qui fonctionne. Parce que bon, très souvent, essai-erreur, et il y a autant d'erreurs que d'essais, ce qui fait que donc, voilà. Bien, mais, euh, Raymond, si vous voulez donc faire des commentaires, Oui, hein, Raymond Marie Dupont-Aignan. également, n'hésitez pas, hein, nous sommes vraiment un petit comité, Edith également, donc voilà, on a la chance d'être peu nombreux, donc n'hésitez pas donc à intervenir, à donner votre point de vue et surtout donc à poser des questions parce que Suzanne, elle est demandeur. Marie, Je vais prendre la parole. Je vous remercie beaucoup et je suis joyeuse en voyant votre intérêt pour le sujet. Ah oui, 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 ça me rend joyeuse. Alors, je vais vous expliquer. Moi, oui. j'ai fait partie d'un institut qui s'appelait l'Institut de psychothérapie et de psychagogie ou Institut de psychagogie et de psychothérapie Charles Baudouin. Avez-vous entendu parler de Ah, Charles Baudouin? oui, 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 bien sûr. Et moi, j'ai entendu parler de la psychagogie grâce à Charles Baudouin parce que j'étais psychiatre et après psychanalyste et je me suis inscrite à cet institut. Et la pensée de Charles Baudouin m'allait très bien. Et donc, ça rejoint beaucoup de choses que vous avez dites. Euh, alors,
Il y a deux choses. D'une part, vous m'apportez des choses parce que je n'avais pas fait le lien entre Gilbert Durand et Luc Pascoe. Pourtant, j'avais lu Les structures de l'imaginaire, mais il y a très longtemps. Et puis, Luc Mhm. Pascoe, on a rencontré Nicolescu à Paris avec mon mari. On s'est intéressé vraiment à sa pensée. Donc, toute la transdisciplinarité, ça nous parle beaucoup. Mais je n'avais pas fait le lien entre les deux. Alors là, vous m'apportez ça, ça, c'est très intéressant. Ça me redonne envie de relire Gilbert Durand. Voilà. Et puis l'autre chose, par contre, en échange, moi je vous orienterai vers Charles Baudouin et aussi vers Jung, parce que la conjonction des opposés, on est là-dedans déjà. Et la question de l'imaginaire, Dieu sait qu'il a la fonction imaginative et Dieu sait qu'il l'a travaillé. Voilà. Mais je Oui, crois qu'on est sur des pistes qui sont parallèles ou qui vont vers la même chose. Hmm. mais tout à fait. Écoutez, effectivement, j'ai eu, en faisant un petit peu de recherche sur ce mot-là, psychagogie, on Oui. tombe par Internet sur justement l'institut qu'a fondé Charles Baudouin. J'ai pas creusé ma compréhension de cette approche-là, mais avec vous, peut-être ce sera possible. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on s'entend vraiment sur l'idée qu'il faut aller plus en profondeur, hein. Puis en ce sens-là, Gilbert Durand, avec les niveaux, sa façon de comprendre la symbolique à différents degrés, hein, rejoint aussi Jung, tout à fait. Je pense que dans les grandes structures de l'imaginaire, Gilbert Durand a un peu intégré la pensée de Jung à sa pensée. Hmm. Tu sais, il y a quelques différences là entre les deux théories, évidemment, mais je pense que dans les grandes lignes, ça va, comme vous dites, dans le même sens de parler d'une individuation. Moi, j'ai pas pris ce mot-là parce qu'évidemment, on est en psychagogie des valeurs de l'après. C'est à partir de Gilbert Durand, mais ça va dans le sens justement de retourner vers soi. Mais je dirais que ce qui va caractériser l'approche psychagogique de Raymond Lapré par rapport à la psychanalyse, c'est que nous, on part d'un cheminement qui s'adresse à une personne qui n'a pas nécessairement un besoin de thérapie identifié, nommé, ou qui a une difficulté dans sa vie, qui veut adresser cette difficulté-là ou la dépasser. C'est un cheminement, j'ai pas pu le dire ou le mentionner, là, je m'en excuse, mais qui s'adresse au commun des mortels, tout simplement parce que justement, de par sa faculté imaginative, ben c'est un être en quête de sens, tout simplement. Et cette quête de sens-là, ben, elle peut être favorisée, elle peut être accompagnée, elle gagne à être favorisée, accompagnée. Et quand par le test AT9, une personne conscientise sa posture face à la vie, face au temps mortel, hein, vous savez que c'est la base de la théorie de l'imaginaire aussi, euh, ben, ça fait en sorte qu'elle gagne en conscience, en connaissance d'elle-même et dans l'accompagnement, donc j'informe les gens sur la dynamique de l'imaginaire nocturne diurne systémique et qu'ils peuvent mieux utiliser leur côté systémique pour se réguler, pour avancer dans leur vie, dans ce qu'elles veulent vivre. Donc ça s'adresse un peu à tout le monde. Donc, c'est un peu ça la différence, je dirais, une grande différence. On n'a pas de visite thérapeutique en psychagogie des valeurs comme telle. Ça va dans le sens de Charles Baudouin, c'est-à-dire que la psychagogie, ça peut entraîner à carrément un processus psychothérapique ou psychanalytique, mais ça peut être aussi juste un accompagnement, comme vous dites, à un moment particulier, pour Mhm. un particulier. C'est la question de l'accompagnement. Psychagogie, accompagner la psyché. Oui. Tout à fait. En tout cas, si vous souhaitez qu'on demeure en contact, je serais très preneuse si vous avez des références à me Ah, donner, c'est des choses possible. à lire. C'est possible, on J'ai peut, pas on eu peut l'occasion faire là, de un creuser échange ça. à l'occasion, tout à fait. Bon, ça Oui. va me replonger dans, parce que là, je suis dans d'autres choses, mais ça va me replonger dans des choses anciennes, parce que maintenant, je suis à la retraite, mais pourquoi pas? Ben oui, certainement. Puis, je sais pas si j'en profiterai peut-être. Bon, on va terminer bientôt, j'imagine, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais pour dire que nous, notre centre de psychologie des valeurs au Québec, on est prêt à accompagner des gens à l'international. On a déjà fait quelques pas dans ce sens-là, mais on peut le faire. Puis on souhaiterait le faire aussi, dans le sens que on aimerait que des gens comme vous ou d'autres du CIRES qui ont toutes sortes d'approches, de connaissances variées, qu'ils relient à la transdisciplinarité, puissent l'expérimenter, cette approche-là, et en fait, en profiter pour eux-mêmes et en même temps la faire évoluer aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu
un souhait là, que je vous partage. Puis, il y aura sûrement une occasion bientôt, là, peut-être si le conseil d'administration est d'accord, de vous faire parvenir une invitation en ce sens-là là, aux membres du CIRES avec peut-être un prix spécial, on peut dire, pour les membres. Voilà. C'est un petit peu ma petite publicité que je me permets de faire. Et j'ai vu que vous aviez des groupes de discussion, c'est ça, ou sur votre site? Oui, Oh. sur psychagogie.ca, dans le fond, ça parle de nos activités. On est un jeune centre, ça fait à peine un an que nous sommes comme tel enregistrés. Actuellement, on veut avoir des activités de groupe de discussion sur l'approche elle-même au niveau professionnel. C'est des choses qui s'en viennent, qui sont pas encore comme telles annoncées concrètement parce que nos énergies vont actuellement là sur la formation de personnes qui souhaitent devenir psychagogues, en fait, pouvoir intervenir de manière professionnelle avec la psychagogie et notamment le test AT9. Ça, c'est une formation quand même de longue haleine, là. On ne devient pas psychagogue après une fin de semaine de coaching, là, en guillemets. Donc, ça, c'est comme notre première préoccupation en ce moment parce que c'est comme étant donné que ce n'est pas très connu, ben, je veux pas être la seule à pouvoir intervenir au Québec. Non, avec Raymond Laprie. Bien qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le test AT9, mais c'est plus à des niveaux thérapeutiques, là. Alors, dans la façon de Raymond Laprie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées et on met notre accent là-dessus cette année, mais oui, on souhaite faire des groupes de discussion professionnels pour des gens qui veulent en apprendre plus, qui veulent juste discuter de certains points, sans nécessairement faire toute une... Mais pour ça, en fait, on vous invite à être membre de notre centre, hein. Vous pouvez, si vous êtes allé sur le site, vous voyez qu'il y a moyen de devenir membre. C'est certain qu'on souhaite là, élargir notre discussion. Voilà. Raymond, aurais-tu des choses à rajouter ou Jean Villemer, je vois que tu veux parler. Ben, je vais laisser la parole à Raymond avant. Merci. Je veux féliciter Suzanne de sa présentation qui est très, très, très pertinente et tout à fait bien conforme à ce que je tente de développer moi-même aussi. Merci beaucoup. Félicitations, Suzanne. Tu maîtrises bien tous les concepts et j'en suis très heureux. Madame Marie, vous faites allusion à Charles Baudouin. Quand j'ai terminé ma recherche ma recherche doctorale en 1998, le système d'Internet n'était pas très développé encore, pas très, très fonctionnel. Mais c'est après que j'ai découvert l'existence du centre qui a bâti une œuvre autour de Charles Baudouin comme tel et qu'ils appelaient la psychagogie également comme tel. Alors, je n'ai pas pu me plonger dans mes études et intégrer cette perspective-là. J'ai pu lire suffisamment pour montrer que là où j'avais une correspondance avec cette pensée-là, cette dynamique-là, c'était au niveau de l'éducation comme telle. Parce que tout ce que j'ai voulu faire, c'est d'éviter de me prendre pour un psychologue ou un psychanalyste. Je n'avais pas la formation pour le faire, mais j'étais en éducation et je formais des gens qui étaient en éducation également. Alors, je m'en suis tenu à une démarche éducative comme telle, d'accompagnement des gens, d'accompagnement des jeunes, et à tous les niveaux, autant les éducateurs que les jeunes réagissent très, très bien à cette approche-là comme telle, et on peut les accompagner de façon efficace. Je reviens aussi à la question que M. Jean a posée sur l'influence de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui comme telle. Les dernières recherches qu'on a faites avec des jeunes qui avaient de 6 à 9 ans montraient que les jeunes font les mêmes dessins que les gens qui ont passé des tests avec l'échantillon de Yves Durand, qui a créé le test AT9 comme tel, qu'il l'a créé au cours des années 63, 70, et il a continué comme ça toute sa vie à enseigner son test comme tel. Alors, la configuration des
des personnages, particulièrement le monstre qu'on demande de dessiner, peut changer. Ça évolue un petit peu avec toutes les techniques des films, toute la filmographie, les emojis, l'influence des personnages qui viennent du Japon également. Alors, ça peut être reconfiguré à la mode du jour comme tel, mais l'utilisation que ce personnage-là euh, occupe dans le test comme tel n'est pas modifié. Le monstre, il joue toujours son rôle. Des fois, s'il est utilisé dans un contexte de confrontation, c'est sûr que ça va être un monstre monstrueux, on va le dire comme ça. Mais si c'est un ami, dans certains cas, le monstre devient un ami parce que moi, je n'ai pas peur des monstres. J'ai su composer avec les monstres que j'avais dans ma vie. Que ce soit un adulte ou un enfant, on le retrouve pareil là, dans les tests qu'on fait passer comme tel. Donc, le monstre peut être aussi quelqu'un qui vient jouer avec nous. Et ça peut être le monstre de l'Halloween. Je ne sais pas si en Europe on fête cette fête-là, mais ici, la fête des sorcières de l'Halloween, alors on s'habille en sorcière pour jouer. Alors, c'est un monstre, on fait le monstre, on joue le monstre comme tel, on s'y amuse comme tel. Alors, ça reste présent. Et là, ce qu'on a réussi à démontrer dans les études les plus récentes avec l'Université du Québec à Chicoutimi, auprès d'environ 200 jeunes de 6 à 9 ans, c'est que le test répond aussi bien à leur capacité de se dire à travers ce test-là et à nous aider. Nous, on est capable de le décoder aussi bien pour un enfant de cet âge-là qu'un enfant qu'une personne âgée. Alors, il y a une petite différence. Quand on arrive chez les personnes âgées qui sont à la retraite et tout ça, j'ai remarqué que les gens, au lieu de composer un test avec une histoire qui est plus d'invention sur le champ, ils racontent un peu plus leur vie, les aspects dont ils sont fiers, ou bien les blessures qu'ils ont vécues et qu'ils portent encore au bout de leur vie comme telles. Alors, ça devient plus biographique et non une création tout à fait pure de l'imaginaire comme tel. Alors voilà un peu, je ne sais pas si l'intelligence artificielle peut modifier quelque chose autrement que actuellement, on voit que jusqu'à présent, on utilise l'intelligence artificielle pour l'intelligence rationnelle. On cherche des contenus, on cherche des savoirs comme tels. Alors, on ne cherche pas nécessairement beaucoup d'images. Mais là, on se rend compte que l'intelligence artificielle est en train de se transformer pour créer des chansons, de la musique, euh, même des films, des vidéos. Et on a eu cette semaine le fameux petit vidéo que Trump a fait contre ces manifestants comme tels. On voit qu'on est en train maintenant d'inventer, de créer, mais avec l'intelligence artificielle. Alors là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Il faudra continuer à faire des recherches. Et là, ben, à l'âge que j'ai, c'est peut-être pas moi qui donnera des résultats, mais quelqu'un comme Suzanne qui est en route pour poursuivre tout ça trouvera peut-être une autre voie en plus de celle qu'elle développe personnellement. Merci beaucoup de votre invitation. J'ai été très heureux d'assister à cette présentation. Je ne sais pas si vous voyez, mais je sens le besoin de vous montrer une publication ici de Raymond Lapré qui rend compte justement de la recherche dont il parlait là, au niveau des enfants. Dans ce livre, La sagesse des 9-12 ans, il y a une trentaine d'AT9 d'enfants qui sont analysés et puis pour lesquels Raymond propose des pistes d'accompagnement. Donc, c'est un livre quand même très pratique qui peut vraiment aider à une meilleure compréhension là, de. Je pense qu'il a été publié. Moi, j'ai la publication québécoise, mais il y a aussi une publication qui a été faite à Raymond, t'en Elle, suis.
Hellman, les publications Hellman en Europe. Hellman. Oui. Mhm. Alors, je vais juste compléter en donnant la référence. Bien, merci beaucoup. Merci Raymond pour ces compléments vraiment importants que tu as fait. Ah, Jean. Jean, Ben oui, moi j'aimerais revenir moi aussi sur la question de l'influence du numérique sur les résultats des tests AT9 ou sur l'interprétation des résultats. C'est sûr que le numérique, pour moi, il y a une influence dans notre monde qui est importante, mais c'est une influence sur les modalités, pas sur les structures archaïques qui nous fondent comme personne. Hein? Je suis en train de lire un texte moi aussi, puis je pense que c'est de bon ton dans une rencontre comme ça, hein, Suzanne. Il pourrait être intéressant de voir si des variations existent dans l'expression des différents éléments d'un test AT9, soit par couche d'âge, ou encore entre l'avant et l'après-numérique, ou encore entre l'avant et l'après-crise climatique. Mais ça prendrait une masse critique de tests qui sont faits, hein, comparer plusieurs tests entre eux. Je pense que l'objectif du test, c'est de l'analyser pour lui-même. Les perceptions que les personnes ont constamment, que ce soit à cause de l'invention de l'imprimerie, du téléphone, de la télé ou de la numérisation, hein, malgré ça, le besoin de trouver pour soi-même et par soi-même le sens de nos vies, c'est le même depuis que les humains ont fait leur première conversation autour d'un feu. Et la dynamique des éléments d'un dessin n'est pas, selon moi, enfin, selon moi, peut être analysée là, en dehors de son contexte social, mais ça, j'exprime ce point de vue-là d'un point de vue plus structuraliste. Là, pour moi, un texte ou un dessin, ils possèdent leur propre syntaxe, puis on peut les interpréter pour eux-mêmes, au moins dans un premier temps. Le besoin de sens, par ailleurs, c'est pas une maladie, mais c'est la condition normale de la vie humaine. Pour ça que nous, parce que je suis membre du Centre de psychagogie des valeurs aussi, on insiste sur le fait que ça peut survenir souvent dans des moments limites, hein, quand on est confronté à la mort, à une maladie, quand on a des changements importants dans nos vies. Tu sais, on peut avoir besoin de trouver le sens, mais sans se faire dire que c'est pathologique, c'est normal. Ensuite, enfin, les moyens pour connaître ou pour s'exprimer ne peuvent pas faire disparaître, selon moi, des structures qui sont rattachées à des réflexes biologiques. Je pense dans l'œuvre de Durand, c'est ce qui m'a frappé, moi, c'est vraiment l'ancrage de ces structures-là dans des besoins comme se lever, apprendre à se lever puis marcher, le besoin de déglutir et d'autres semblables, là. Je veux dire, ça fait partie de nous, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Fait que tous les moyens qui sont pris pour nous ramener à ces structures-là et pour voir comment l'énergie circule là-dedans, euh, je pense sont bénéfiques pour les personnes. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Merci, merci Jean. En fait, Ouais. je trouve ça super intéressant ce que tu apportes. Puis il y a deux petites choses que j'aime qui me viennent en t'écoutant. La première, c'est qu'effectivement, on peut faire une analyse d'un AT9 pratiquement sans contexte, bien que, mais parce que dans le fond, il y a une façon, Yves Durand a vraiment structuré la façon de comprendre un AT9. Donc, on peut revenir à la compréhension, cette compréhension-là, pour analyser un, un AT9. Et puis, ben, Raymond a lui-même aussi fait une grille qui permet d'avoir une certaine objectivité, en fait, quand on analyse un AT9. Même en dehors, entre guillemets, d'un contexte. C'est sûr que quand on n'a pas de contexte, on ne peut pas aller très loin, mais on peut quand même classer, faire une classification d'un test AT9 là, comme tel. L'autre chose par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'en participant, je vais juste mentionner une curiosité que j'ai eue euh, en participant au colloque de la CFAS sur intelligence artificielle et intelligence humaine. Pendant le colloque, j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait remplir un test AT9? Alors, par curiosité, je suis allée mettre les consignes du test, mais juste le dessin, pas tout le test au complet, dans ChatGPT ou je sais plus lequel, Copilote. Puis, sans explication rien, fais-moi un dessin avec ta.
Et puis, je l'ai fait à quelques reprises, et puis à chaque fois, ça donnait un dessin d'un, sinon héroïque, un héroïque pur, là, vraiment là, intégré, presque à chaque fois. Donc, l'intelligence artificielle me fournissait toujours un dessin du côté diurne de l'imaginaire. Donc, il n'était pas capable de me fournir un dessin qui serait autre chose qu'un combat entre le monstre et le personnage, pratiquement. Donc, je trouvais que spontanément, ça pouvait être une forme de compréhension de d'où a les pieds l'intelligence artificielle, hein, comment elle est nourrie. Et comme tu disais, Raymond, elle est là plus pour un côté rationnel, un côté même combatif, progressiste, en tout cas à amener vers une certaine vision du monde qui est derrière l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'en travaillant avec l'outil, si on lui demande, en tout cas, de nous faire autre chose que ce type de dessin-là, d'être plus créatif, là, si je lui donne une consigne, là, oui, il peut faire des choses différentes. Il va aller vers l'abstraction davantage. Mais le côté nocturne non, ne vient pas spontanément pour le moment. Mais c'était simplement des essais que j'ai faits comme ça, là. Je peux pas. Ça serait une belle piste de recherche, en fait. Une vraie piste de recherche intéressante à poursuivre. Euh, euh, Par curiosité, cet outil AT9, est-ce qu'il est reconnu, est-ce qu'il est utilisé par Oui. l'éducation nationale au Ah, Québec? non, pas comme tel. Je dirais que en ce moment, moi, dans le centre de service scolaire où je travaille, je l'utilise et dans un certain cadre, c'est comme accepté, mais pas officiellement, d'accord? Parce que ça soulève toutes sortes d'enjeux, là, votre question. C'est sûr que moi, je travaille avec le Centre de psychologie des valeurs. On tente justement de faire en sorte de démontrer la rigueur et la scientificité derrière cette approche-là pour que justement, dans un monde de l'éducation basé sur justement de plus en plus des approches scientifiques, ben, ils puissent voir qu'une approche contemporaine de la vie spirituelle existe et que on en a besoin. Mais parce que ces questions de sens-là et de vie spirituelle en éducation, ben, je pense que Florent Pasquier en a souvent parlé, ça ne va pas de soi. Euh, c'est la même chose au Québec là, qu'en France. Parce C'est que ça. effectivement, ce serait l'idéal que vous puissiez faire de véritables statistiques sur des cohortes extrêmement importantes. Et là, ça permettrait donc d'affiner hein, l'optimum de la bonne explication. Et, voilà. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas en France, c'est toujours très très compliqué pour être reconnu, c'est-à-dire utilisé, simplement avoir le droit de l'utiliser sur Oui, sur des datas importantes, c'est-à-dire donc sur des cohortes de gens qui vont permettre, et surtout ça permet véritablement d'approfondir un travail de recherche. tout Un à fait. travail de recherche sans statistique derrière, sans avoir une évaluation numérique, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Oui. Parce que bon, si on fait des recherches sur 20 ou 30 personnes, bon, ça va pas loin, quoi, hein. On peut avoir une intime conviction, mais bon, ça n'a rien de scientifique. Bon, au moins, quand Raymond Lapré a fait les recherches avec les enfants, il y avait au moins une centaine d'enfants là, dans trois milieux, trois régions différentes du Québec, là. On peut dire qu'il y a déjà ça. Euh, Par contre, j'aurais le goût de terminer sur un côté vraiment intéressant de l'approche psychologique parce qu'on a beaucoup parlé du test AT9 lui-même et j'ai mentionné qu'on s'en servait comme déclencheur du cheminement. La formation qu'on donne actuellement à un certain nombre de personnes qui veulent se former avec nous, en fait, elle s'appelle Développer le regard psychologique. Donc, c'est une grande force de cette approche-là qu'elle peut rendre de grands services sans le test AT9. Le test AT9 est l'outil déclencheur, l'outil de validation empirique de l'approche, mais quelqu'un qui comprend bien la théorie de l'imaginaire et sa fonction de sens et de rééquilibrage, aussi par la symbolique, peut ensuite comme utiliser cette grille-là de référence pour lire des situations personnelles, familiales, sociales, au travail et avoir une certaine compréhension, lui permettant ensuite d'intervenir pour mieux accompagner ou faire en sorte qu'il y ait une évolution positive
Donc, le regard psychologique en soi, pour moi, c'est quelque chose qui donne vraiment une plus-value à cette approche. On n'est pas toujours obligé d'utiliser le test AT9 quand on veut faire de la psychologie des valeurs. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant là, de finir avec ça parce que c'est comme ça, c'est accessible. Ça devient accessible à beaucoup de personnes. Puis, ça peut être utilisé sans qu'on ait besoin de connaître tout ce qu'il y a derrière le test AT9, etc. Tout à fait Voilà. d'accord. Tout à fait d'accord. Tant mieux. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, c'est formidable, vous voyez, les horaires seront respectés. Donc, merci encore, Suzanne, pour ce travail important. Hein. Donc, je sais ce que ça vous a demandé en termes de recherche. Et puis, donc, voilà, mais je vous rassure, hein, mais vous aurez le plaisir de vous revoir puisque donc nous sommes enregistrés. Voilà, vous verrez que donc c'était vraiment intéressant. Et Mhm. en tout cas, personnellement, donc, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. Et puis donc là, voilà, vous avez trouvé Marie et qui vous a trouvé également. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc effectivement continuer cette aventure ensemble. Et encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à une autre fois. Je suis en train Merci de pour votre mettre, invitation. je suis en train de mettre dans le chat mon adresse courriel. Si jamais. Je suis en Bien, train de mettre pour Suzanne mon bien, adresse mail. Bon, ben c'est parfait ça. Voilà, 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 pour voilà. qu'on puisse rester Voilà. en contact. Et Voilà. donc, je répète encore que donc, à Je partir du note. moment où c'est enregistré, toutes ces informations figureront également sur l'enregistrement. Hein. Donc, Parfait. même si vous n'aviez pas eu le temps D'accord. de recopier, voilà. Hein. Donc, voilà. Bonne Parfait. chance avec votre grippe, Edith. Merci. C'est pas une grippe, mais c'est un espèce de rhume. Enfin, je sais pas ce que c'est en fait, de rhume qui coule, qui se transforme en tout. Eh Bon, bien, écoutez, tant Voilà, que le cerveau marche, tout n'est pas perdu. Voilà. voilà. en tout cas, moi, je tiens à vous dire merci à Jean Fressine, pour m'avoir permis de donner cette occasion de partager avec vous autres, avec le Siret. Puis merci, Marie et puis Edith, dont je peux faire la connaissance un petit peu aujourd'hui. Ça me fait plaisir éventuellement d'échanger encore avec vous. Et merci, Raymond Lapré, c'est créateur de l'approche, et Jean Villemer, dans le secret des dieux, qui est mon conjoint aussi. Donc, je le remercie beaucoup parce que sans lui aussi, ça serait très difficile pour moi de pouvoir faire ce que je fais. Son aide très précieuse. Bien, encore une fois, un grand merci. Bonne soirée, Au revoir. bon appétit Soirée. pour ceux Merci, dont au c'est l'heure revoir. d'aller manger. Et je vous embrasse tous et donc à une prochaine fois. À D'accord. Bientôt. bientôt. Hein. Au Au Merci, au revoir. 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 Au revoir.